Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre émission Libre avec un livre. Aujourd'hui, on va aborder le contenu d'un ouvrage, Kossi, l'élève du siècle. C'est une publication récente de Idrissou Saadou qui nous a proposé donc l'histoire du jeune Kossi depuis son enfance jusqu'à sa maturité, les épreuves qu'il a traversées, le courage qu'il a eu pour faire face aux dures réalités de la vie et surtout ses grandes réussites, son leadership. Tout cela est à découvrir avec l'auteur, donc Idrissou Saadou. Monsieur Saadou, bonjour. Bonjour Monsieur Tanguy. Merci de venir sur mon plateau parler de Kossi. Kossi, c'est vous? Non, Kossi, c'est vous-même? je ne suis pas Kossi, mais en lisant l'histoire, pour ceux-là qui me connaissent, pour ceux-là qui sont familiers à moi, ont tendance à croire que c'est de moi-même il est question. Parce que d'abord, l'inspiration de cette histoire vient de mon propre vécu. Ok. C'est pourquoi j'ai demandé si Kossi c'est Idrissou. Non, pas en tant que tel. Les réalités avec Kossi et moi, il y a une large différence. Ok. Donc du coup, ce n'est pas Kossi qui est Idrissou Saadou. Ah ben, je ne sais pas, Kossi. Et puis vous illustrez avec la photo d'un blanc, enfin d'un enfant blanc. Je ne suis pas raciste, mais pour coller quand même au prénom, je ne sais pas s'il y a un Français qui s'appelle Kossi. Pourquoi est-ce que c'est cette photo que vous aviez trouvée? Concernant la photo, j'ai envoyé plusieurs photos des enfants noirs, mais il se pourrait que la qualité pendant l'expression ne serait pas bonne, donc du coup qu'il fallait changer. Après ça, j'ai demandé de laisser la page carrément vierge pour qu'on lise simplement Kossi l'élève du siècle, mais il se pourrait que bon, ce n'est pas trop intuitif, et donc du coup qu'il fallait forcément y apposer une image. Ils m'ont posé ça, j'ai refusé après de longues discussions. Donc du coup, je les ai laissés finalement accepté. Mais ça fait un décalage profond avec le contenu parce que Kossi, c'est un enfant noir. Exactement. Et là, on a une illustration d'un enfant avec une couleur blanche de peau. Mais bon, ça va se corriger. Ça va se corriger? Bien sûr, ça va se corriger. D'accord. L'essentiel, en tout cas, c'est la belle histoire qui est à l'intérieur de l'ouvrage. Et vous nous proposez justement tout l'itinéraire, je dois dire, de cet enfant-là. Pourquoi mettez-vous, je dois dire, en public et en débat l'histoire d'un enfant de cet âge-là? J'ai mis en public l'histoire de cet enfant parce que aujourd'hui, bon nombre sont ces enfants-là qui ne connaissent pas l'enfance facile. Et si je dois prendre le cas de certaines personnes que je connais ou le cas de certaines personnes avec qui j'ai fréquenté, il faut dire des fois, tu arrives à l'école et c'est toi qui dois forcément leur donner quelque chose à manger. Et pourtant, ces personnes ne se sont pas découragées. Et ils se sont donné la force et le courage de dire, si mes parents n'ont pas pu me donner telle chose, il faudrait que demain, lorsque mes enfants vont me demander, que je sois en mesure de le leur donner. Et ils se sont battus pour s'en sortir. Et il est fort de constater qu'aujourd'hui, les plus grandes personnes qui ont évolué, qui ont eu de réussite, ne sont pas forcément ceux-là qui viennent d'une famille aisée, mais plutôt d'une famille qui ne vient vraiment de nul, où carrément on entend le nom de quelqu'un, on dit oui, c'est qui ça? Et lorsqu'on va creuser au fond, on voit que c'est une personne qui vient d'une famille plus ou moins pas noble et qui fait vraiment l'effort de sortir du lot. Vous faites de Kossi un matheux? Oui. Pourquoi? Parce que le vécu de Kossi, lorsqu'on prend le début de l'histoire, avec le vécu de Kossi et sa famille, c'est la pauvreté extrême. Je dirais extrême parce que difficilement d'abord ses parents arrivaient à le nourrir et lui arrivé à l'école, il faut qu'il fasse face à la moquerie de ses camarades et avec ça aussi, il faut se forger pour travailler et réussir. Et donc du coup, je me suis dit, bon, Kossi, avec tout ça, a quand même le mérite d'être élu un batteur quand même. Et pourquoi justement c'est dans les sciences qu'il est beaucoup plus fort et pas dans les autres matières? Vous voyez, tout le monde n'est pas fait pour être fort dans tout. Il y a de ces personnes, ils sont hyper bons en littérature, super bons en sciences de la vie et de la terre. Et pour Kossi, il est plus aisé, plus à l'aise avec les mathématiques, physique, SVT, histoire, géographie. Et encore là, il faut constater qu'aujourd'hui, les grands écrivains, ceux-là qu'on entend aujourd'hui, ne sont pas ceux-là qui ont forcément fait la littérature, mais qui ont surtout évolué dans le domaine scientifique, mais qui, par les cours de la vie, ou je dirais ainsi... C'est quoi, ceux qui ont fait la littérature, c'est des nullards? Ah non, je n'ai pas dit que ceux-là qui ont fait la littérature sont des nullards. Mais malheureusement, ceux-là qui font la littérature ne se donnent plus trop à ce qui est la lecture et l'écriture. Tout ce qui les intéresse, on a souvent tendance à dire que lorsqu'on va faire la littérature,
on est plus à l'aise, la réussite, elle nous visite beaucoup plus par rapport à ceux-là qui font la science. Donc du coup, je ne dirais pas que ceux-là qui font la littérature sont nuls et d'ailleurs aucune série n'est facile. Pour avancer, Kossi, même si ses parents sont pauvres, a dû s'appuyer sur eux quand même pour avancer. Oui. Quel est le rôle d'une famille dans la réussite d'un enfant? Le rôle d'une famille dans la réussite d'un enfant résulte du fait que lorsque l'enfant a un souci ou un projet, ils viennent soumettre ça à ses parents. Ce n'est pas forcément parce que les parents, eux, ils ont pris cette branche-là, mais qui n'ont pas réussi, qui voudraient dire que leur enfant ne peut pas évoluer dans ce domaine. Et si on doit le comparer à moi, le jour où j'ai dit à mes parents, je veux éditer un ouvrage, ils étaient étonnés, ils m'ont demandé, d'où est-ce que tu sors l'histoire là? Parce que dans ma famille, il n'y a pas d'écrivain. D'où est-ce que tu sors cette histoire-là? Ce n'est pas possible. Et fort et malheureusement, ils ont constaté qu'à la fin, ce que je disais était vrai et que ça m'a propulsé à un niveau où ils n'espéraient pas. Alors qu'au début, ils se disaient non, il ne faut pas te lancer dans ça. On est dans un pays où la lecture n'est plus trop truc là. Donc du coup, ils essayaient quand même de me dire, de me montrer plus ou moins les côtés désavantageux de la chose plutôt que de m'encourager à continuer là-dedans. Mais aujourd'hui, ils sont fiers de moi en disant ou en public. Est-ce que les parents n'ont pas le droit de prévenir leur enfant et de la protéger peut-être d'un éventuel échec? Bien sûr, il faut le faire. Parce qu'avant tout, avant qu'on ne soit né, eux ils ont vécu beaucoup de choses avant nous. Ils savent quand même comment faire ou mettre les pas pour que la réussite nous visite ou que l'échec, pour éviter beaucoup plus l'échec. Mais cela n'étant pas dire que lorsque l'enfant dit « moi je fais tel », il faut dire non, carrément non. Si un parent dit à son enfant « je ne voudrais pas que tu fasses tel, je ne voudrais pas que tu évolues dans tel domaine » et que l'enfant insiste, vaut mieux appeler l'enfant, essayer de discuter avec lui, voir les issues possibles pour que cet enfant puisse réussir dans le domaine plutôt que de lui interdire carrément et dire non, tu ne peux pas faire. Alors, l'amitié, le soutien aussi, parfois on a l'impression, et comme vous le dites tout à l'heure, qu'on a affaire à des enfants têtus. Ah oui. Comment est-ce qu'il faut faire ou comment on arrive à faire la différence entre un enfant qui est têtu et qui ne voit pas le danger vers lequel il va et un homme qui quand même est déterminé, un enfant qui est déterminé, qui veut aller vers des réussites? C'est quoi la différence et comment les parents s'y prennent? Avec les enfants têtus et les enfants qui sont vraiment motivés à évoluer dans un domaine, la différence se voit déjà à travers leur fréquentation. Je prends l'exemple d'un enfant quelconque qui fréquente des amis et qui tout le temps ils sont dans les bars, restaurants, dans les boîtes de nuit, tout le temps se sont on voit ils sont en train de boire, ils sont en train de fumer. Cet enfant-là, on ne peut pas le comparer à un enfant qui est motivé, qui ne veut pas sortir, qui ne veut pas se permettre ces moments de distraction, qui pense plutôt à son avenir, qui se renferme sur lui pour essayer de sortir du lot. On ne peut pas les comparer. Et déjà à travers cet exemple, on voit déjà qu'un enfant têtu résulte déjà à partir de ses fréquentations. C'est la plus grande différence qu'on peut voir entre un enfant têtu par rapport à un enfant motivé. Vous faites tomber malade Kossi, hein? Ah oui. Il a vécu beaucoup trop de choses. Kossi, c'est un peu comme on dit dans la vie, il y a toujours les coups. Il y a toujours les coups et Kossi, avec son courage, malgré qu'il était malade, on lui avait dit de rester à la maison pour se soigner. Mais il a dit qu'il n'est pas prêt à perdre une année à cause d'une maladie et a demandé la permission pour pouvoir composer en étant en lit d'hôpital. Ne pouvant quand même pas écrire, il a demandé la doléance selon laquelle on va lui lire les réponses plutôt pour que lui puisse proposer des réponses que quelqu'un va noter et envoyer. C'est d'ailleurs une partie pour montrer que la détermination et la motivation de quelqu'un ne doit pas être arrêtée à cause de quelque chose. Mais Kossi est très jeune pour avoir autant de détermination. Ça ne reflète pas la réalité. C'est peut-être parce qu'il voit, lorsqu'il regarde en arrière, la situation de sa famille, se dit, si demain ma famille doit être relevée, ça va dépendre de moi. Il se dit, bon, si tel doit être le cas, il faut que je me bats aujourd'hui et ne pas... Bon, supposons un instant qu'il décide maintenant de dire, bon d'accord, il n'y a pas de problème, je vais arrêter les classes cette année-là et passer mon examen l'année prochaine. Et toutes les dépenses que ses parents effectuent cette année, pour lui, si on en croit, seront vaines.
Donc il se dit, il n'y a pas moyen pour que je fasse dépenser mes parents. Inutilement, il faudrait que je leur prouve que ce qu'ils sont en train de faire, que je ne vais pas les décourager, je vais leur montrer qu'ils sont en train de faire un grand effort pour pouvoir lui permettre un avenir radieux. Et il y arrive. Malgré son journal. Faut-il dire, hein, après autant de péripéties, c'est normal qu'il réussisse. Et le premier choix qu'il fait, c'est de créer une ONG. Pourquoi? Il a créé une ONG parce qu'il se dit, lui, il a souffert autant pour moi pour acquérir ou pour avoir ce que lui, il veut aujourd'hui. Et que les enfants sont plus ou moins dans la même situation que lui, mais qui ne trouvent pas de soutien. Et lui, pour que lui puisse obtenir un soutien, il a fallu qu'il soit un génie des mathématiques. Okay. Supposons qu'il n'était pas un génie des mathématiques, cela voudrait dire qu'il va rester dans sa pauvreté, rester là jusqu'à quand on ne sait. Donc du coup, c'est parce qu'il était déterminé à marquer la différence entre lui et ses camarades qui se moquaient de lui, qui a fait qu'il a obtenu de soutien. Et je dis, si lui n'avait pas fait ça, donc il ne pourrait pas avoir de soutien. Donc du coup, il faudrait créer une ONG pour essayer de détecter ces enfants-là qui ont quand même un peu le talent et qui veulent évoluer et de pouvoir les accompagner. C'est pourquoi il crée une ONG? Oui. Surtout pour apporter un plus à leur éducation, etc. Kossi devient quoi finalement? Kossi devient le président, comme vous l'aurez lu dans l'ouvrage, de l'ONG, l'élève du siècle, d'ailleurs, qui fut d'ailleurs le nom de l'ONG, l'élève du siècle, pour promouvoir l'excellence en matière d'éducation. Et c'est dans ça qu'il a l'argent comme ça? Non, c'est pas dans ça. Ah, lorsqu'il était en voyage, selon l'ouvrage, lorsqu'il était en voyage pour ses études, il n'était pas allé là-bas pour aller étudier simplement, non. Tout en étudiant, il avait quand même un travail à côté qu'il essayait de gérer en combinaison avec son étude en fait, ce qui lui a permis quand même de sortir du lot. Je dirais du lot, je ne dirais pas qu'il est riche. Je ne dirais pas qu'il est riche. Ah, mais quand même, s'il offre une villa à ses parents, c'est qu'il est riche. Ah ben c'est pas parce qu'on offre une villa à ses parents qu'il voudrait dire qu'on est riche. Ah bon? Ah non. Ah non. On n'offre pas une villa, hein? Je dis, et je le répète, je ne vais pas dire que Kossi est un riche. Pour moi, parce que la richesse, pour moi, ce n'est pas physique, ce n'est pas financier, mais c'est intellectuel. Et je ne vais pas citer de nom, mais on a demandé à une grande personnalité dans ce monde, on lui a demandé entre un homme pauvre et un homme riche, à qui est-ce il est prêt à donner sa fille en mariage. Et il a répondu qu'il préfère donner sa fille à l'homme qui est riche. Et il sous-entend par l'homme riche quelqu'un qui a des projets, quelqu'un qui pense à l'avenir. Donc du coup, pour moi, être riche, ça ne dépend pas forcément de la forme physique ou des moyens financiers. Ce geste d'offrir une villa à ses parents, comment est-ce que vous l'interprétez? C'est une reconnaissance envers ses parents pour leur dire, pour leur remercier d'une manière ou d'une autre, à dire, malgré notre situation financière, vous n'étiez pas découragé, vous m'avez soutenu, vous avez dépensé sur moi pour que je puisse être ce que je suis aujourd'hui. Et c'est une manière pour lui de leur remercier, de leur dire que la vie vous soit paisible. Alors revenons à l'affaire d'ONG. J'ai remarqué qu'aujourd'hui, maintenant, tous les jeunes veulent créer une ONG. Hein. C'est pour ça que Kossi a créé aussi son ONG. Moi, je n'en dirais pas autant. Qu'est-ce que vous pensez des ONG qui se créent un peu partout? D'abord, il faut essayer d'avoir une philosophie réelle de ce qu'on entend par une ONG. Une ONG, c'est comme on a l'habitude de le définir, ou c'est d'ailleurs la définition, organisation non gouvernementale. Cela voudrait dire qu'il n'y a pas de salaire fixe. Et donc, du coup, pour évoluer dans ce domaine, je voudrais inviter ces personnes-là qui veulent créer forcément des ONG, d'avoir quand même un travail à côté, en plus de leur ONG, parce que l'ONG, ce n'est pas tout le temps ça donne du travail, ce n'est pas tout le temps ça donne ce qu'on veut. Donc du coup, il faut se mettre dedans, se battre pour pouvoir obtenir un retour. Donc du coup, ONG aujourd'hui, en lieu de place de créer ONG, pourquoi ne pas s'entendre? Parce que c'est possible. Dans le même temps, on dit qu'aujourd'hui, il n'y a plus de confiance. Et moi, je n'invite d'ailleurs personne à faire confiance à quelqu'un. Ce que j'essaie d'inviter à faire, c'est essayer de collaborer. Ensemble, créer un projet. On peut développer un projet avec 3-4 personnes ensemble, c'est possible. Si déjà on va commencer par penser sur ce côté-là, je crois que créer une ONG serait plus ou moins une idée à trop en oublier. Oui, mais la question de l'éducation relève
du rôle de l'État. Ah oui. J'ai l'impression qu'en donnant le rôle à COSCI de créer une ONG pour s'en occuper, que vous ne concédez pas la place qu'il faut à l'État dans ce processus. COSCI n'a pas créé une ONG pour prendre la place de l'État, mais il a créé son ONG pour pouvoir aider l'État à pouvoir détecter ces enfants-là qui veulent évoluer, à pouvoir les financer. Il ne veut pas prendre le rôle. Est-ce que les ONG sont devenues, je dois dire, des creusets comment est-ce qu'on dit, de solidarité où on entretient un peu, je ne veux pas dire la fainéantise, mais on veut créer une sorte de dépendance, voilà, vis-à-vis des autres, parce que plus vous aidez quelqu'un, et moins la personne a envie de faire des efforts pour continuer. Chez un ami, le parent d'un ami, un jour j'étais parti le voir, on discutait, il m'a dit qu'il voudrait savoir ce que nous allons faire, son fils et moi, si nous remettait tout de suite chacun une somme de 500 000 francs. C'est son estimation. Moi, je lui ai dit, si jamais j'arrive à avoir ces 500 000, que là où j'étais, il ne me verrait plus à cette étape-là, que je vais quand même faire un effort d'évoluer et que je lui promets qu'en un an, si moi j'ai ces 500 000, que c'est possible que je le fasse tripler, fois 3, ce qui va revenir à 1 500 000. Et là, il revient maintenant à son fils de poser la question. Il dit bon, que lui, il ira investir dans quelque chose. Investir dans quoi? Mais on ne sait pas. Ça dépend. Certes, tout le monde fait des investissements, mais dans quoi il faut savoir investir quand même. Donc du coup, moi, je ne dirais pas que lorsqu'on aide quelqu'un, il ne faut pas forcément que cette personne attende demain, lorsque je ferai encore besoin, aller voir cette personne et lui dire encore, voilà, vous m'avez aidé la dernière fois, c'est bien, mais maintenant j'ai encore besoin d'aide. Mais il faut qu'on essaie de réfléchir autrement. Lorsque vous allez voir quelqu'un qui vous dit, bon, ou une ONG qui vous dit, bon, moi je suis prêt, je vais vous aider avec telle somme, et qui vous remet cette somme, essayez quand même d'en faire un bon usage pour pouvoir encourager cette personne qui vous a aidé en retour. Donc on ne peut pas dire que les ONG sont un facteur de creuser de créance de la fainéantisme. Voilà. Monsieur Idrissou Saadou, un mot rapidement pour finir cet entretien. Mon mot pour finir, c'est d'abord, je commence d'abord par les remerciements à Canal 3 et à vous précisément pour ce que vous faites pour la promotion de la littérature. Et que j'invite aussi la hiérarchie de notre pays à pouvoir avoir un penchant pour la littérature, parce qu'aujourd'hui, on veut promouvoir la culture, mais la culture ne peut pas exister sans la littérature. Absolument. Il faudrait quelqu'un pour pouvoir raconter ce que nous vivons dans notre pays, pour que ceux-là qui viennent de l'extérieur puissent venir voir, oui, et dire oui, nous avons lu telle chose, on a vérifié, c'est vrai. Donc il faudrait que l'hiérarchie de notre pays ait un penchant également du côté de la littérature. Et j'invite également ces jeunes-là qui aujourd'hui supposent être des entrepreneurs, supposent être des investisseurs, mais qui derrière ces